Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Parquet d'Étoiles, l'émission qui sent la sueur et les exploits qui marquent l'histoire. Ce matin encore, on vous amène au cœur de l'Afro-Basket homme qui bat son plein en Angola à travers les résultats statistiques et débriefings des 4 rencontres qui ont eu lieu dans la journée du 14 août 2025 avec notre invité du jour. Installez-vous bien, car sur notre parquet, il y a des étoiles qui brillent plus fort que jamais. Notre invité du jour est un habitué du plateau de Parquet d'Étoiles, c'est Monsieur Ouma Kamara Sampil. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce numéro de Parquet d'Étoiles. Merci, c'est un plaisir. Alors, amis sportifs, nous on vous propose d'ouvrir le bal avec les résultats et statistiques de cette journée. Les résultats sont donnés, le décor est planté, mais derrière chaque exploit, il y a toujours un bâtisseur dans l'ombre. Place maintenant à faiseur d'étoiles. Aujourd'hui, cap sur le Nigeria avec un homme qui a transformé le destin sportif d'un pays. Ballon en main, c'est bien Moussa Kida. Il est de ces hommes qui portent en eux la précision de l'ingénieur et la vision du stratège. Amadou Moussa Kida, fils du Borno, forgé dans la rigueur des sciences et le souffle du jeu. Diplômé en ingénierie civile, il a bâti ses fondations à Zaria, puis affiné ses plans à Paris dans le raffinement pétrolier de l'Institut français du pétrole. 32 années à explorer les profondeurs de l'industrie pétrolière, à dompter les courants de l'économie, et pourtant, au cœur de ce temps brûlait toujours la flamme orange du basket. Car avant les réunions de conseil, il y a eu les parquets. Avant les stratégies financières, il y a eu le rebond et le geste sûr. En 2017, il prend la tête de la Fédération nigériane de basket. Là où d'autres voyaient des limites, il traçait les lignes d'horizon. Sous son regard, le Nigeria devient une puissance qui compte, aussi bien sur les parquets africains que sur la scène mondiale. Oui, bon, à ce qui me concerne vraiment, mes joueuses ont très bien joué. Je suis fier d'elles. Et le Nigeria aussi tient à être vachement fier de cette fille. D'une manière, je peux dire qu'on a fait des choses historiques. Des pays africains qui gagnent des matchs dans une Coupe du Monde. Et pour le Nigeria et donc pour l'Afrique, c'est la première fois qu'on a un pays africain qui est qualifié pour un quart de finale. Donc pour nous, déjà, rien qu'on est en quart de finale, l'Afrique est vachement fière des joueurs nigériens. Manager d'exception, il explique au sport les règles de l'excellence industrielle, rigueur, vision à long terme et sens rare de la diplomatie sportive. Mais Moussa Kida est plus qu'un président, c'est un bâtisseur, un homme qui croit que le sport africain ne doit plus suivre le mouvement, mais le créer. Aujourd'hui, président non exécutif du conseil d'administration de NNNPC Limited, il continue de naviguer entre deux mondes, celui du business et celui du sport. Deux univers qui relient par un pont solide l'idée que la performance se construit comme une œuvre d'ingénieur, pierre après pierre, action après action. Moussa Kida, l'élégance d'un meneur, la précision d'un bâtisseur, un pionnier qui écrit à chaque saison une page nouvelle de l'histoire du sport africain. Et voilà, c'était notre faiseur d'étoiles, Moussa Kida. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que Moussa Kida est l'architecte de réussite du basketball nigérien? Bon, le basketball nigérien a toujours été une place forte du basketball africain. D'accord. On peut dire que le président de cette fédération, M. Amadou Moussa Kida, Oui. a montré son leadership et a montré ses compétences en administration sportive.
Il faut savoir que au-delà d'être le président de la Fédération du Nigeria, c'est aussi le président du conseil d'administration de la Société nationale de pétrole. Tout à fait. Voilà, en plus il est bilingue. Moi, je l'ai rencontré en 2019 lors des championnats du monde. Il a fait ses études en France, donc il est très ouvert en fait sur le monde, sur les différentes questions qui lient la gouvernance du sport et les différentes approches. Donc c'est une personne quand même qui est très compétente à son niveau. Depuis qu'il est là, il a été élu en juin 2017. Ce qui est important, c'est de savoir que depuis qu'il a été élu, le Nigeria, d'abord chez les femmes, ont été 5 fois championnes d'Afrique. En 2017, en 2019, en 2021, en 2023 et dernièrement en 2025. Donc chez les femmes, c'est quand même extraordinaire comme parcours. On n'oublie pas qu'en 2024, aux Jeux Olympiques, cette équipe féminine est arrivée en quart de finale. Tout à fait. Et la cerise sur le gâteau, cette équipe est entraînée par une jeune femme, Rena Wakama, qui montre quand même son savoir-faire. Donc on peut voir le leadership et la vision du président. On n'oublie pas aussi chez les hommes, ils ont participé au championnat du monde 2019, mais leur exploit, c'était lors de la préparation des Jeux Olympiques en 2021, où, avec le coach Mike Brown, ils ont battu les États-Unis. Donc, c'est la première équipe africaine. C'était un match de préparation, c'est vrai, mais c'est la première fois qu'une équipe africaine battait. Ça rentre quand même dans l'histoire. Ça rentre dans l'histoire. Ils les ont battus 90-87 et ça restera dans les annales. Je pense que le match était au Texas. D'accord. Alors justement, on parle du Nigeria, donc on reste directement dans Pays d'étoiles. C'est maintenant. Terre de diversité et de puissance, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique. Connu pour sa musique, son cinéma et son énergie débordante, il est aussi le berceau d'un basketball en pleine ascension. L'histoire de l'équipe nationale commence en 1972, mais c'est le début d'un long voyage. En 2006, au Japon, ils créent la surprise. Troisième de leur groupe en phase préliminaire, ils atteignent les huitièmes de finale. L'Allemagne met fin à leur parcours d'un souffle, 78-77. En 2012, ils franchissent un nouveau cap. Première qualification olympique à Londres. 10e place, mais une présence qui compte. 4 ans plus tard, les Jeux de Rio en 2016 confirment que le Nigeria s'installe parmi les grands. Puis vient un moment historique. Le 11 juillet 2021, en préparation pour les Jeux de Tokyo, le Nigeria affronte la Team USA. Résultat, 90-87, et pour la première fois, une nation africaine bat les États-Unis en basketball. Le monde entier retient son souffle et l'Afrique exulte. Dans cette époque, deux figures incarnent le courage et le talent nigérien. Ikechukwu Nwamu, shooter redouté pour sa précision à 3 points, et Caleb Opochi Agada, ailier polyvalent capable de retourner un match par son intensité défensive et sa vision du jeu. Ensemble, ils portent haut le drapeau vert et blanc, prouvant que le Nigeria n'est pas seulement une force montante, mais déjà un adversaire redoutable. De retour sur la scène continentale pour l'Afrobasket 2025, cette qualification n'a pas été un long fleuve tranquille. Les D-Tigers débutent les éliminatoires par 3 défaites inquiétantes, jusqu'à ce qu'ils renversent la situation. 3 victoires de rang face à la Libye, l'Ouganda et le Cap-Vert leur ouvrent enfin la porte de la phase finale en Angola. Pour cet Afrobasket 2025 en Angola, les 12 verts et blancs, sous la houlette de Mike Brown, mélangent expérience et explosivité, tandis que les jeunes talents auront l'occasion de prouver qu'ils peuvent briller au plus haut niveau. Sur une victoire de 77-59, le Nigeria est entré dans l'arène et cette fois, le rugissement des D-Tigers pourrait bien résonner jusqu'au sommet du continent. C'était notre gros plan de façon exclusive sur le Nigeria et le volet basket aussi de ce pays-là. Alors là, vous l'avez déjà dit, on l'a déjà étalé sur le Nigeria. Donc moi, je vous propose maintenant d'aller dans Écho du parquet justement pour débriefer toute cette journée. Pas de souci. Et voilà, nous sommes dans Écho du parquet. Alors, la victoire du Mali face à l'Ouganda, on voit clairement que c'est la série de 8 points au 3e quart-temps qui a été décisive. Donc, selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui a permis aux Aigles, voilà, de prendre définitivement le contrôle du match? C'est vrai que c'était un match difficile, c'était serré. Oui. Au départ, le Mali avait pris beaucoup d'avance. Donc, on a vu quand même cette équipe de l'Ouganda qui s'est pas laissé faire, qui est revenue au score plusieurs fois. Ensuite, au 3e quart-temps, c'était toujours serré. Mais là, on a vu le Mali qui, avec ses joueurs phares, Dramé, à 4 minutes 47 de la fin, qui arrive à mettre son tir à 3 points. Oui. Donc, qui permet au Mali de souffler. Ensuite, on a Diarra, l'intérieur, qui est assez puissant, qui met un 2 points. Pour finir, on a une contre-attaque de Koulibaly qui enchaîne ses 8 points. Et là,
l'Ouganda ne peut plus revenir. C'est-à-dire qu'à l'entame du 4e quart-temps, le Mali avait déjà plus 10 et ils ont réussi à garder leur avance jusqu'au bout du match. Voilà. Alors, dans cette équipe malienne, on a des joueurs tels que Mahaman Koulibaly avec 10 tirs réussis sur 16, un double-double également, avec Aliou 12 points et 10 rebonds. Comment évaluez-vous justement l'impact de ces joueurs dans ce succès? Déjà, l'impact de ces joueurs, il est important. Il faut savoir que ces joueurs sont de la formation malienne. D'accord. Koulibaly est formé au Stade malien. On a aussi Diarra formé au Stade malien qui a évolué aussi avec la Basket Africa League, avec le club rwandais APR et le FUS Rabat. Donc on voit quand même que c'est un jeune joueur talentueux, meilleur marqueur du match pour Koulibaly. Donc vraiment, il a un impact positif dans le jeu. Il est très adroit. On a Diarra aussi qui est très puissant à l'intérieur et qui a cette capacité de pouvoir fatiguer la raquette adverse et qui est toujours un joueur de très haut niveau, surtout dans aussi précieux dans le basket africain. Donc on a deux joueurs qui ont permis au Mali de faire la différence. Et on a aussi le Sud-Soudan qui a infligé à la Libye la plus lourde défaite de cet Afrobasket. Voilà, c'est 115-52. Alors que relève finalement cette prestation sur le niveau de préparation physique et tactique de cette équipe? Je pense que cette équipe sud-soudanaise est très bien préparée. Cette équipe sud-soudanaise qui est numéro 1 en Afrique, je pense a été giflée dans son orgueil après sa première défaite contre la Guinée. Elle a été surprise par cette équipe guinéenne, donc elle voulait montrer qu'elle n'était pas numéro 1 pour rien. Et malheureusement, c'est cette équipe libyenne qui a subi les conséquences. Donc comme vous-même vous l'avez dit, face à l'équipe guinéenne, on a vu le Sud-Soudan qui n'était pas vraiment performant. Est-ce que quelque part on peut dire que c'est en raison, on va dire, de la pression des débuts de compétition? Non, je dirais tout simplement que le Sud-Soudan, qui est numéro 1 en Afrique, qui est 23e mondial, et cette équipe guinéenne qui est 75e mondiale, a sous-estimé tout simplement cette équipe. Et elle ne connaissait pas tous ses joueurs. C'est la première fois que Mamadi Diakité, champion NBA, joue dans cette équipe. On a Alpha Diallo qui avait participé justement aux qualifications pour les Jeux Olympiques, mais tout le monde ne le connaissait pas à ce moment-là. Et un joueur qui sort du banc, qui fait partie des meilleurs joueurs de l'Euroleague, qui joue à l'AS Monaco. Il vient y créer la surprise. Et qui met 28 points dans un match. Jusqu'à maintenant, c'est le meilleur marqueur, voire 24 points dans le deuxième. A complètement surpris cette équipe sud-soudanaise qui ne connaissait pas ce joueur. Et je pense tout simplement, le match était serré parce que ça s'est joué à 8 points. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, cette équipe sud-soudanaise n'a pas pu prendre le dessus? C'est les tirs à 3 points. Il faut savoir que cette équipe guinéenne met un 14 sur 28 au tir. Donc c'est très difficile après pour cette équipe sud-soudanaise de revenir. Et derrière, il y a le Sud-Soudan qui fait 6 pertes de balles. Donc c'est très compliqué à un moment donné à ce niveau-là. Et il faut dire, et je pense que cette équipe guinéenne était en réussite. Quand on a un joueur comme Mamadi Diakité qui fait 100% dans le match, on peut dire quand même que c'est de la réussite. D'accord. On a aussi, lors de cette journée du 14, l'Égypte qui s'est imposée face au Sénégal en s'appuyant justement sur son adresse extérieure. Les chiffres en parlent, c'est 10 sur 22 à 3 points. En quoi cette polyvalence entre tir à longue distance et jeu intérieur, performance du banc aujourd'hui, peut-elle faire des Pharaons un sérieux candidat au titre? Oui, alors c'est une des équipes qui m'a le plus impressionné depuis le début de la compétition. L'Égypte a un savoir-faire dans le basket. C'est une école de basket. C'est-à-dire qu'ils forment réellement les joueurs à la base. Ils ont un collectif qui est très très fort. Donc ils ont cette capacité de jouer à l'extérieur et de jouer à l'intérieur. Et c'est ce qui fait leur force. Vraiment, c'est l'équipe la plus polyvalente de cette compétition. Elle a autant des forces à l'extérieur que des forces à l'intérieur. Et il faudra compter sur cette équipe, pourquoi pas voir en demi-finale. En demi-finale. On va revenir un peu sur la Guinée après son entrée triomphante face au Sud-Soudan, je le disais d'entrée de jeu, se fait renverser par l'Angola. Comment analysez-vous aujourd'hui la contre-performance de cette équipe guinéenne? On ne peut pas parler de contre-performance parce que quand même, on est une équipe qui est 75e mondiale et qui est très 11e sur le plan africain. Donc, on peut tout simplement dire que l'équipe d'Angola a été plus forte. C'est vrai que l'effectif guinéen a surpris sur le premier match. Il était très fort, le collectif était très fort, mais malheureusement, le banc ne suit pas. Quand on joue à 7 joueurs, c'est très compliqué. On a Alpha Diallo qui a joué pratiquement tout le match. À la fin, qui sort malheureusement sur une expulsion. Donc, il ne jouera pas le match prochain.
Cette équipe guinéenne qui était à 6 points du match va maintenant jusqu'à prendre 16 points. Donc, c'est compliqué. Et elle perd aussi son meneur Boom, qui évolue à Limoges, qui est très fort aussi. Donc, je pense que c'était pas une contre-performance. C'était une défaite, mais qui a des lourdes conséquences sur la suite de la compétition pour cette équipe guinéenne, qui perd son meilleur joueur Alpha Diallo pour un match important et qui perd aussi Booms, son meneur de jeu. Donc, ça va être très compliqué sur le dernier match, en espérant que cette fois-ci, le banc puisse avoir les ressources nécessaires pour quand même gagner ce match et espérer se qualifier. D'accord. Alors, pour la suite de la compétition, où vous voyez cette équipe arriver? L'équipe guinéenne, je la vois... déjà, je pense qu'elle ira en 8e de finale. D'accord. Forcément. Maintenant, si elle arrive à atteindre l'écart, ça sera déjà un très bon objectif, en espérant que tous ces joueurs soient au niveau. Mais je vois cette équipe au mieux quart de finale. Au mieux quart de finale. Alors, au vu de tous les résultats observés dans cette journée du 14, quelles sont vos projections jusqu'à la finale? Alors, jusqu'à la finale, on a un groupe A très compliqué. Oui. La Côte d'Ivoire, je pense, ira en quart de finale avec le Cap-Vert. Derrière, il faut faire attention au Congo, qui peut aussi arriver en quart de finale parce que c'est une équipe très puissante. Ce soir, la Côte d'Ivoire va jouer le Cap-Vert, donc il va falloir faire très attention parce que cette équipe de Cap-Verdienne est très, très forte. Ensuite, on a le Cameroun et le Nigeria. Pour moi, va sortir de son groupe. Ensuite, je vois l'Angola et le Sud-Soudan sortir du groupe aussi, arriver en quart de finale. Je vois l'Égypte en quart de finale. Maintenant, la dernière place pour moi se jouera entre la Guinée, le Sénégal et le Mali. Et le Mali. Voilà. Alors, de façon directe, si on vous disait de pronostiquer sur le vainqueur de cette compétition? Un peu tôt pour le dire. Il faudra peut-être attendre la fin du premier tour. À la fin du premier tour. Il y a certaines équipes qui ont joué un match, d'autres qui ont joué 2 matchs. Je pense qu'il faut peut-être attendre la fin du premier tour. Là, on peut avoir un pronostic qui se dégage. Alors, c'est vrai que nous n'y sommes pas, mais est-ce que vous voyez de l'engouement autour de cette compétition? Après, l'Angola reste un pays organisateur. C'est vrai qu'ils ont plutôt la faiblesse de ne pas remplir les gradins quand l'Angola ne joue pas et de les remplir quand l'Angola joue. Maintenant, il faut quand même saluer leur infrastructure. Ils ont plusieurs villes qui peuvent accueillir des compétitions. On a Luanda qui a, avec leur grande salle et leur grand palais des sports de 12 000 places. Et on a aussi la salle à Namib qui est à l'intérieur du pays, à la frontière avec la Namibie, qui est aussi une salle qui permet d'accueillir la compétition de 3 500 places. Donc on peut dire quand même que les Angolais connaissent le basket, c'est le sport numéro 1 en Angola. Oui. Et il y a un savoir-faire dans l'organisation qui reste quand même de haut niveau par rapport à d'autres pays africains. À d'autres pays africains, d'accord. Alors, monsieur Ouma Kamara Sampil, nous sommes à la fin de ce numéro de Parquet d'étoiles. Merci d'être venu et on se donne rendez-vous très prochainement, pourquoi pas pour les prochains débriefings. Avec plaisir. D'accord. Eh bien, les rideaux tombent sur Parquet d'étoiles, mais le spectacle continue sur les parquets de l'Angola. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro de Parquet d'étoiles. D'ici là, gardez les yeux grands ouverts sur la balle.